l'an 1377 de l'Incarnation. Au cœur même des forêts lituaniennes, dans un fourré impénétrable où s'entremêlent les racines de chênes et de frênes sacrés séculaires, un feu sacré se consumait. Sa flamme projetait des ombres étranges et dansantes sur les visages austères de guerriers vêtus de peau de loup et sur le visage ridé comme l'écorce d'un arbre du grand prêtre. Le krive krivaitis, l'isdeika. Une odeur épaisse de fumée, de feuilles mortes, de cire fondue et de sang sacrificiel flottait dans l'air. Ici, loin des châteaux de pierre et des églises chrétiennes, dans le dernier bastion païen d'Europe, dans un bois sacré, s'éteignait le grand-duc Algirdas. Il gisait sur une couche de peau d'ours, ce grand guerrier, fils de Gediminas, qui, pendant 45 ans, par le fer et par le feu, avait étendu les limites du grand-duché de Lituanie. L'homme qui avait écrasé 3 hordes tatars lors de la grande bataille des Eaux Bleues, libérant à jamais de leur joug la Podolie et Kiev. L'homme qui, par 3 fois, s'était présenté devant les murs de Moscou même, forçant son fier prince Dimitri à s'enfermer dans le Kremlin. Son souffle était faible, mais ses yeux, délavés par le temps et les batailles, brûlaient encore d'une intelligence vive et pénétrante. Autour de lui, retenant leur souffle, se tenaient ses fils, nés de 2 épouses, l'une orthodoxe et l'autre païenne, toute une portée de louveteaux, dont chacun sentait déjà l'odeur enivrante du pouvoir. Personne ne prononçait un mot, mais l'air était électrisé de tension. Tous attendaient de savoir à qui le vieux duc transmettrait le pouvoir suprême, à qui il laisserait son principal trésor, le trône grand-ducal de Vilnius. Ses fils aînés, de puissants guerriers qui régnaient sur des villes russes, se tenaient là, serrant les poignets de leurs épées. André de Polotsk, le plus âgé, aguerri au combat, terreur des terres de Pskov et de Novgorod, Skirgaïla, impétueux et furieux, dont la rage au combat était légendaire. Chacun se considérait digne. Chacun voyait en ses frères un rival mortel, mais le regard d'Algirdas glissa au-delà d'eux et s'arrêta sur un jeune homme qui se tenait un peu à l'écart, dans l'ombre. Il n'avait ni la taille gigantesque ni l'apparence redoutable de ses frères. Il était mince, grand, avec de longs et fins doigts d'aristocrate et des yeux pensifs, légèrement bridés, où ne se lisait pas la fureur guerrière, mais une ruse froide et attentiste. Il s'appelait Jagellon, c'est lui, son fils bien-aimé de sa seconde épouse orthodoxe, la princesse Uliana de Tver, que le doigt décharné d'Algirdas mourant désigna. À cet instant, dans le bois sacré, ce ne fut pas seulement la dernière parole du grand-duc qui retentit. À cet instant, une mine fut posée sous l'unité de l'immense empire païen. Personne ne savait encore que ce jeune homme discret et effacé deviendrait le dernier souverain païen de Lituanie, qu'il recevrait le baptême et ceindrait la couronne d'un royaume voisin, que son nom, donné à sa naissance en l'honneur des dieux païens, serait changé pour un nom chrétien et qu'il entrerait dans l'histoire comme Ladislas II Jagellon, roi de Pologne. Personne ne pouvait prévoir qu'il lui faudrait traverser des trahisons, des guerres fratricides, des alliances avec des ennemis jurés et la plus grande bataille du Moyen-Âge pour fonder une dynastie qui régnera sur l'Europe centrale et orientale pendant 2 siècles. C'est l'histoire d'un homme qui se tenait au carrefour des époques, des foi et des civilisations. L'histoire de Jagellon, le dernier païen et le premier roi d'une ère nouvelle. Avant que le duc Jagellon ne se retrouve au centre de la grande politique européenne, il était le souverain d'un monde qui, pour le reste de l'Europe, semblait un vestige mystérieux et effrayant des âges sombres. Le grand-duché de Lituanie, de Ruthénie et de Samogiti, à la fin du XIVe siècle, était le dernier bastion du paganisme sur le continent. C'était un immense et lâche empire, s'étendant de la mer Baltique aux steppes pontiques, un pays de bois sacré où l'on vénérait le dieu du tonnerre Perkunas, la déesse mère Laïma et tout un panthéon d'esprits de la forêt et du foyer. Un pays de guerriers intrépides et de diplomates rusés qui menaient une lutte désespérée pour sa survie,
coincé entre deux mondes, le monde de la croix catholique et le monde de la croix orthodoxe. C'est dans ce monde, imprégné de croyances anciennes et de l'odeur d'une guerre éternelle, que se sont forgés le caractère et la volonté du futur roi. Le paganisme lituanien n'était pas une idolâtrie primitive, telle que la présentaient les chroniqueurs chrétiens. C'était un système de croyances complexes, profondément enchevêtré dans la nature même. Pour les Lituaniens, il n'y avait pas de temple construit par l'homme. Leurs temples étaient des chênaies séculaires, leurs autels, des rochers couverts de mousse. À Vilnius, dans la vallée de Šventaragis, brûlait un feu sacré que les prêtres, les Vaidilos, entretenaient, ne le laissant s'éteindre ni jour ni nuit, car on croyait qu'avec son extinction, la vie même du peuple s'interromprait. Ils voyaient une âme vivante dans chaque arbre, chaque rivière, chaque animal. Ils adoraient Perkunas, maître du tonnerre et du ciel, dont le symbole était la hache. Ils honoraient Gémépatis, dieu de la terre et des récoltes, et Laïma, déesse du destin, qui, à la naissance de chaque homme, tissait le fil de sa vie dans la toile commune du monde. C'était un monde où la frontière entre le monde des hommes et le monde des esprits était mince et perméable. Cette fois, ce lien indissoluble avec la terre natale donnait aux Lituaniens ce courage désespéré et cette ténacité qui leur permirent, pendant 200 ans, de résister seuls à l'assaut de toute la chevalerie catholique. La société lituanienne n'était pas seulement une société de guerriers. Sa richesse, outre le butin de guerre, reposait sur les dons de la forêt infinie. Le miel et la cire qui valaient en Europe plus que l'or car ils étaient nécessaires pour les cierges d'église, les fourrures, zibelines, martres, écureuils, ainsi que l'ambre, l'or lituanien, tout cela descendait par les fleuves vers les marchés de la Hanse et des villes russes. Le peuple simple, les agriculteurs libres, les Lokininkai, vivaient dans de petits hameaux dispersés dans les forêts, pratiquant la culture sur brûlis. Au-dessus d'eux se tenait une aristocratie guerrière en formation, les Bajorai, dont la vie était soumise à une seule chose, la guerre. Pour comprendre Jagellon, il faut comprendre le monde dans lequel il est né. Il vit le jour vers 1362, bien que la date exacte de sa naissance reste un sujet de débat. Son père était le grand-duc Algirdas et sa mère, Uliana, fille du duc de Tver, Alexandre Mikhailovitch. Ce mariage était en soi un symbole de la dualité du grand-duché. Algirdas, bien que tolérant envers l'orthodoxie, resta païen jusqu'à la fin de sa vie, tout comme son frère Kęstutis. Ils furent les derniers monarques européens à offrir des sacrifices aux anciens dieux. Sa femme Uliana était une chrétienne orthodoxe zélée. Leurs enfants, y compris Jagellon, furent élevés au carrefour de deux cultures. Ils entendirent dès l'enfance les hymnes païens et les prières orthodoxes. Ils virent les prêtres accomplir des rites dans les chênaies sacrées et les prêtres célébrer la liturgie dans les églises en pierre des villes russes. Cette dualité intérieure, cette capacité de mimétisme et d'adaptation deviendra l'un des principaux traits de caractère de Jagellon. Le Grand-Duché de Lituanie lui-même, ou GDL, était une formation étatique unique. Son noyau était constitué des terres ethniques lituaniennes et samogitiennes, l'Aukštaitija et la Žemaitija, où le paganisme était préservé. Mais les 9/10 du territoire de cet immense État étaient constitués des anciennes terres de la Russe de Kiev, conquises ou annexées par le grand-père et le père de Jagellon, Gediminas et Algirdas. Sur ces terres vivaient des slaves de l'Est, qui professaient l'orthodoxie, parlaient le ruthène, qui était la langue officielle de la chancellerie du duché. Les ducs lituaniens régnaient sur des villes russes, Polotsk, Vitebsk, Kiev, Tchernigov. Ils adhéraient au sage principe de ne pas détruire l'ancien, ne pas introduire de nouveau. Ils conservèrent les lois, les coutumes et, surtout, la foi locale. C'était un empire construit sur la force militaire de la chevalerie lituanienne et le fondement culturel de la Russe soumise. Le duc lituanien à Vilnius régnait sur Kiev et Smolensk, tandis que le monde catholique le considérait comme un idolâtre sauvage.
Mais ce monde était en danger constant. De deux côtés, deux puissantes civilisations avançaient sur lui, chacune considérant comme son devoir de convertir les derniers païens d'Europe à sa foi. De l'Est et du Sud, c'était la civilisation orthodoxe. Son principal centre devenait rapidement Moscou, qui, sous le règne de Dimitri Donskoï, commença à rassembler les terres russes et, 3 ans seulement après la mort d'Algirdas, défia ouvertement la Horde d'or sur le champ de Koulikovo. Les princes de Moscou voyaient dans les souverains lituaniens leurs principaux rivaux pour l'héritage russe. Ils cherchaient à attirer de leur côté les princes et boyards orthodoxes du GDL, jouant sur leurs sentiments religieux. Algirdas mena 3 grandes guerres contre Moscou, mais ne parvint jamais à briser sa puissance croissante. De l'Ouest et du Nord, la menace était encore plus terrible. C'était le monde catholique, et son point de fer était l'ordre teutonique. C'était l'État militaro-monastique, créé pour combattre les païens, possédait les terres de la Prusse et de la Livonie, et coupait de fait la Lituanie de la mer Baltique. Pour les chevaliers teutoniques, la guerre contre la Lituanie n'était pas une simple politique, c'était leur destinée, leur devoir sacré. Chaque année, en hiver, lorsque les rivières et les marais gelaient, ils organisaient les Reisen, des campagnes dévastatrices au cœur des terres lituaniennes. Ils brûlaient les villages, volaient le bétail, tuaient et capturaient des milliers de personnes. Pour eux, c'était un acte de piété, une croisade à laquelle affluaient des chevaliers de toute l'Europe, de l'Angleterre à la Hongrie, pour mériter le pardon de leurs péchés en combattant les Sarrasins du Nord. Pour les Lituaniens, c'était une guerre totale pour la survie. Ce n'était pas un simple conflit militaire, mais une terreur existentielle permanente. Chaque génération naissait et mourait en sachant qu'en hiver viendrait l'ennemi, porteur de mort et de feu au nom de son Dieu. Cette menace constante forma une société militarisée, où chaque homme était un guerrier, et chaque duc avant tout un chef de guerre. La réponse à cette menace constante fut un système de pouvoir unique mis en place sous Gediminas. Ses fils, Arsembus Algirdas et Kęstutis se partagèrent les sphères d'influence. Kęstutis, père du célèbre Vytautas, se chargea de la défense des frontières occidentales. Il devint un guerrier légendaire, le bouclier vivant de la Lituanie, qui passa toute sa vie à combattre les croisés. Il était l'incarnation des anciennes vertus païennes, bravoure, loyauté et honneur. Algirdas, quant à lui, s'occupait de la politique orientale, étendant ses possessions aux dépens des terres russes. Ce duumvirat des 2 frères fut le garant de la stabilité et de la puissance de l'État. C'est ce monde dont Jagellon hérita en 1377, un monde déchiré par des contradictions internes et externes. Il obtint le pouvoir suprême, mais ses nombreux frères et son oncle n'avaient pas l'intention de s'y soumettre si facilement. Il hérita du devoir sacré de poursuivre la guerre contre les croisés, mais il comprenait déjà que dans cette guerre, la Lituanie païenne ne pourrait pas survivre seule. Il était un souverain à la croisée des chemins. Il devait choisir une voie, poursuivre l'ancienne politique, qui menait à une impasse, ou chercher des alliances nouvelles, impensables. Et ce choix, il commencera à le faire très bientôt, en concluant un traité secret avec les ennemis jurés de son peuple. Le jeune loup qui a pris la place du chef de meute doit immédiatement montrer sa force, sinon la meute le mettra en pièces. À peine monté sur le trône grand-ducal, Jagellon se retrouva encerclé par les ennemis. Ses frères aînés, lésés dans le testament, se révoltèrent. Son puissant oncle Kęstutis, fidèle allié de son père, le regardait avec méfiance, et les chevaliers teutoniques, ennemis éternels, virent dans la querelle de famille leur chance. Dans ce chaudron bouillonnant d'intrigues, de trahison et d'ambition, le jeune duc devait faire son premier pas. Et ce pas fut choquant. En secret, il tendit la main non pas à des amis, mais à des ennemis. Dans une sombre forêt, près d'une borne frontière, fut signé un traité secret qui devait changer à jamais l'équilibre des forces dans la région.
Mais le prix de ce traité était terrible, la trahison de son propre sang. Les premières années du règne de Jagiellon furent une période de chaos. Le testament d'Algirdas fit exploser le fragile équilibre au sein de la famille des Gédiminides. Le premier à se soulever contre le nouveau grand-duc fut son demi-frère aîné, André de Polotsk. Il se considérait comme l'héritier légitime et, n'ayant pas reçu Vilnius, s'enfuit à Pskov, puis à Moscou, cherchant une alliance avec Dimitri Donskoy contre son propre frère. Bientôt, un autre frère, Dimitri de Briansk, le rejoignit. À l'est, la menace d'une grande guerre planait. Mais le principal problème pour Jagiellon n'était pas à l'est, mais à l'ouest, au cœur même de la Lituanie. C'étaient ses relations avec son puissant oncle, le duc de Trakai, Kęstutis. Tant qu'Algirdas était en vie, leur alliance était indestructible. Kęstutis reconnaissait l'autorité suprême de son frère et servait fidèlement la cause commune. Mais il n'était pas prêt à se soumettre aussi inconditionnellement à son jeune et inexpérimenté neveu, d'autant plus que derrière Jagiellon se trouvait sa mère, la rusée et ambitieuse Ouliana de Tver, et ses conseillers orthodoxes que le vieux païen Kęstutis méprisait. Kęstutis reconnut d'abord Jagiellon comme grand-duc, mais la tension entre leurs cours grandissait. Chaque faux pas, chaque rumeur engendrait la suspicion. L'ordre teutonique, maître des intrigues et des provocations, jetait habilement de l'huile sur le feu. Les croisés voyaient dans cette discorde leur chance en or d'affaiblir la Lituanie de l'intérieur. Jagiellon se retrouva dans une situation désespérée. Il était pris en tenaille entre ses frères rebelles qui s'appuyaient sur Moscou et son oncle de plus en plus hostile, qui était l'idole de toute la chevalerie païenne lituanienne. Dans cette situation, il prit une décision qui détermina toute sa réputation future de politicien sans scrupules et perfide. Il décida de conclure une paix séparée avec l'ordre teutonique pour avoir les mains libres dans sa lutte contre ses ennemis intérieurs. Mais cette paix devait être dirigée contre quelqu'un, et ce quelqu'un fut son oncle Kęstutis. Le 31 mai 1380, au château de Dovidiškės, des négociations secrètes eurent lieu. Les représentants de Jagiellon rencontrèrent le commandeur d'Osterode, Günther von Hohenstein, et d'autres hauts dignitaires teutoniques. Un traité secret fut signé. Ses conditions étaient cyniques et simples. Jagiellon et l'ordre concluaient une trêve. L'ordre s'engageait à ne pas attaquer les terres de Jagiellon. Cependant, cette trêve ne s'étendait pas aux terres de Kęstutis. De fait, Jagiellon donnait carte blanche aux croisés pour dévaster la partie occidentale du duché, que son oncle défendait. Il trahissait celui qui avait été toute sa vie le bouclier de la Lituanie, en échange de sa propre sécurité. La signification de ce traité fait encore l'objet de débats parmi les historiens. Était-ce un acte de désespoir, le seul moyen pour le jeune duc de conserver le pouvoir? Ou était-ce un plan froidement calculé pour éliminer un oncle puissant qui faisait obstacle à son pouvoir unique? Kęstutis était-il au courant de ce traité? Certaines chroniques lituaniennes affirment qu'il le savait et y avait même consenti, y voyant une ruse pour tromper les croisés. Mais la plupart des historiens s'accordent à dire que ce fut une trahison pure et simple. Les conséquences ne se firent pas attendre. Pendant que Jagiellon était occupé à réprimer la rébellion de ses frères à l'Est, les croisés s'abattirent sur les possessions de Kęstutis. Jagiellon lui-même se trouvait à ce moment loin, près de la rivière Voja, où il devait rejoindre les troupes du Khan tatar Mamaï pour une campagne commune contre Moscou. Mais, comme on le sait, il n'arriva jamais sur le champ de Kulikovo. Arriva-t-il en retard par hasard, ou attendit-il délibérément, ne voulant pas s'engager dans une bataille risquée? C'est une autre énigme de sa biographie. Quand il retourna en Lituanie, la supercherie fut découverte. Kęstutis apprit l'existence du traité secret. Sa patience était à bout. Le vieux guerrier, qui avait près de 80 ans, agit avec la détermination et la fureur d'un jeune loup.
Le vieux lion, que l'on croyait désormais inoffensif, contre-attaqua. La trahison de son neveu réveilla en Kęstutis sa fureur d'antan. Il n'attendit pas que ses ennemis viennent le chercher. Rassemblant ses fidèles guerriers, il mena une charge fulgurante qui devait tout changer en un instant. Vilnius, la capitale du Grand-Duché, tomba entre ses mains. Jagellon fut renversé, mais ce n'était que le premier acte d'un drame sanglant. De nouvelles intrigues, de faux serments et les sombres murs du château de Creva, qui allaient bientôt être témoins d'un crime terrible, se profilaient à l'horizon. La lutte pour le pouvoir entrait dans sa phase la plus sombre et la plus cruelle. À la fin de l'an 1381, Kęstutis, apprenant la véritable teneur du traité de Dovidiškės, comprit que son neveu avait franchi une ligne. Il ne pouvait plus lui faire confiance. Rassemblant sa troupe de Trakai et de Samogiti, il mena une campagne éclair sur Vilnius. Jagellon, pris par surprise, ne put organiser de résistance et fut fait prisonnier. Kęstutis se proclama grand-duc de Lituanie. Il semblait que la justice avait triomphé. Le vieux guerrier, respecté de tous, monta sur le trône qui, de l'avis de beaucoup, lui revenait de droit. Il traita son neveu avec une clémence surprenante. Il ne le fit ni exécuter ni jeter en prison. Au lieu de cela, il lui rendit les terres de son père, Creva et Vitebsk, et lui fit prêter serment de fidélité. C'était une manifestation des anciennes notions chevaleresques de l'honneur. Mais Kęstutis sous-estima la perfidie de son neveu et de sa mère, Uliana. Pour Jagellon, les serments n'étaient que des mots, et l'humiliation exigeait vengeance. Pendant que Kęstutis était occupé à guerroyer contre les croisés, qui étaient naturellement devenus ses ennemis, et à réprimer la rébellion d'un des partisans de Jagellon, ce dernier commença à rassembler des forces pour sa revanche. Il utilisa tous les moyens à sa disposition. Il conclut une alliance avec son frère Skirgaila, lui promettant Polotsk. Il entama des négociations secrètes avec l'ordre de Livonie, qui était une branche de l'ordre teutonique et agissait souvent de manière indépendante. Il attira de son côté de nombreux boyards orthodoxes, mécontents du règne du sévère païen Kęstutis. À l'été 1382, alors que Kęstutis et son fils Vytautas étaient en campagne, Jagellon frappa. Il s'empara soudainement de Vilnius, puis de Trakai, le château ancestral de son oncle. Kęstutis et Vytautas, apprenant la rébellion, durent rentrer en urgence. Les deux armées lituaniennes se rencontrèrent non loin de Trakai. Les forces étaient à peu près égales et personne n'osait commencer une bataille qui menaçait de se transformer en un massacre fratricide. C'est alors que Jagellon eut recours à sa tactique favorite, la ruse. Il envoya des ambassadeurs à son oncle avec une proposition de négociation. Il jura par tous les dieux qu'il leur garantirait, à lui et à Vytautas, une sécurité totale. Il affirma qu'il ne voulait pas d'effusion de sang et ne désirait que la paix. Le vieux Kęstutis, peut-être las d'une guerre sans fin, ou croyant jusqu'au bout à la sainteté d'un serment, commit l'erreur fatale. Il le crut. Laissant son armée, il se rendit avec son fils Vytautas et ses plus proches compagnons au camp de Jagellon. À peine entrés dans la tente, ils furent saisis et que s'en entouche. C'était un piège. Enchaînés, ils furent immédiatement envoyés sous bonne garde au château de Creva, l'une des forteresses appartenant à Jagellon. Les événements qui suivirent sont enveloppés d'un sombre mystère et de témoignages contradictoires. 5 jours après sa capture, on annonça que le vieux duc Kęstutis était mort. La version officielle, diffusée par Jagellon, était qu'il était tombé dans le désespoir et s'était pendu. Mais personne ne crut à cette version. Les chroniques teutoniques, ainsi que de nombreuses sources ultérieures, affirment à l'unisson qu'il fut assassiné sur l'ordre de Jagellon. La version la plus répandue est qu'il fut étranglé par les serviteurs de Jagellon. Le guerrier âgé, héros de la Lituanie, qui avait passé sa vie à combattre ses ennemis,
fut lâchement assassiné dans un cachot par la main de son propre neveu. Le sort de Vytautas ne tenait également qu'à un fil. Il comprenait que le même sort l'attendait, mais sa femme, Anne, le sauva. Lors d'une de ses visites à son mari, elle le persuada d'échanger leurs vêtements. Vytautas, déguisé en servante de sa femme, réussit à quitter le château sans être vu sous le couvert de la nuit. Ce fut une fuite audacieuse et humiliante, mais elle lui sauva la vie. Il s'enfuit là où fuyaient tous les ennemis des grands-ducs de Lituanie, en Prusse, chez les chevaliers teutoniques. Il se rendit chez les ennemis jurés de son père et de son peuple pour leur demander de l'aide dans sa lutte contre l'assassin de son père. La vendetta entre les deux cousins, Jagellon et Vytautas, ne faisait que commencer, et cette inimitié deviendra pour de nombreuses années le principal pivot de toute la politique intérieure du Grand-Duché de Lituanie. Jagellon, au prix de la trahison et du meurtre, avait obtenu le pouvoir unique. Mais cette victoire fut achetée à un prix trop élevé. Elle laissa sur sa réputation une tache indélébile et engendra un ennemi qui se révélera bien plus dangereux et rusé que son vieil oncle. À Cracovie, capitale du glorieux royaume de Pologne, régnait la confusion et l'anxiété. Le trône était vacant après la mort du grand roi Louis de Hongrie. Il ne restait que sa jeune fille, Hedwig, une enfant de 11 ans, que les barons proclamèrent non pas reine, mais roi, pour souligner son pouvoir de plein droit. Mais le royaume, coincé entre le Saint-Empire romain et le monde païen, avait besoin de plus qu'un monarque en jupon. Il lui fallait un mari pour Hedwig, un guerrier et un souverain capable de protéger les frontières et de renforcer l'État. Et voilà que, des forêts profondes du nord, de là où brûlaient encore les feux païens, arriva une ambassade avec une proposition qui semblait à la fois salvatrice et monstrueuse. Le dernier souverain païen d'Europe demandait la main de la jeune reine chrétienne. Ce mariage dynastique pouvait changer la carte de l'Europe, mais le prix était élevé. L'union de deux mondes qui, pendant des siècles, s'étaient regardés avec haine et méfiance. Tandis que Jagellon consolidait son pouvoir en Lituanie, versant le sang de ses parents, un drame se jouait dans la Pologne voisine. En 1382, le roi de Pologne et de Hongrie, Louis le Grand, de la dynastie d'Anjou, mourut. Il ne laissa aucun héritier mâle, ce qui provoqua immédiatement une crise dynastique. Les magnats polonais, la Szlachta, ne voulaient pas poursuivre l'union personnelle avec la Hongrie. Ils exigèrent qu'une des filles de Louis règne spécifiquement en Pologne. Le choix se porta sur la plus jeune, Hedwig. En 1384, elle arriva à Cracovie et fut couronnée. Mais la jeune reine, qui n'avait alors que 11 ans, avait un besoin urgent d'un mari. Elle était initialement fiancée à son contemporain, le duc autrichien Guillaume de Habsbourg. Ce mariage était une affaire conclue. Les jeunes gens, dit-on, éprouvaient même une affection enfantine l'un pour l'autre. Mais cette union ne convenait absolument pas à la noblesse polonaise, en particulier aux magnats de la petite Pologne. Ce n'était pas tant Guillaume lui-même qui les dérangeait, que la puissante dynastie des Habsbourg derrière lui. Il craignait que le mariage avec un Habsbourg ne transforme la Pologne en une cage dorée, en faisant l'avant-poste oriental du Saint-Empire romain et en l'entraînant dans des intrigues germaniques qui lui étaient étrangères. Il cherchait un autre candidat qui répondrait aux intérêts géopolitiques de la Pologne. Mais ce plan des magnats de la petite Pologne rencontra une opposition farouche. La Szlachta de la Grande Pologne, le noyau historique de l'État, voyait dans cette union une menace pour ses intérêts et proposa son propre candidat, le duc Siemowit IV de Mazovie, un descendant des Piast. Siemowit tenta même de s'emparer de Cracovie par la force et de kidnapper la jeune Hedwig. Une guerre civile menaçait en Pologne. Ce n'est que grâce aux actions décisives de l'aristocratie de Cracovie, qui ferma les portes de Wawel et posta une garnison sur les murs, que la tentative de coup d'État échoua. Ainsi, la proposition faite à Jagellon n'était pas seulement une démarche géopolitique audacieuse,
mais aussi un pari désespéré de l'un des partis polonais dans une lutte interne acharnée pour le pouvoir. C'est alors que quelques pans de la petite Pologne, visionnaires, comme Spytek de Melsztyn et Jan de Tęczyn, eurent une idée géniale et en même temps radicale. Et si cet allié était l'ennemi lui-même, le grand-duché de Lituanie? Et si le mari de la jeune Hedwig était le grand-duc Jagellon? Pour eux, il était le barbare utile idéal. Assez fort pour devenir un bélier contre l'ordre, mais en même temps assez sauvage et inexpérimenté en politique européenne pour qu'on puisse le manipuler, lui imposer ses conditions. À première vue, cette idée semblait absurde. Proposer la main d'une pieuse reine catholique à un païen, un fratricide, le souverain d'un peuple sauvage et hostile, c'était inouï. Mais du point de vue de la politique réelle, les avantages étaient énormes. Premièrement, cette alliance créait un État des plus puissants en Europe de l'Est, capable de résister à l'ordre teutonique. La menace commune devait unir les deux vieux ennemis. Deuxièmement, Jagellon, en se mariant, devait adopter le catholicisme lui-même et baptiser toute la Lituanie. Cela signifiait la fin du dernier bastion du paganisme en Europe. Pour la Pologne, c'était une grande mission civilisatrice qui lui apportait gloire et l'approbation du Saint-Siège. De plus, le baptême de la Lituanie sapait la base idéologique de l'ordre teutonique, qui perdait sa justification pour mener la guerre. Troisièmement, Jagellon devait rattacher ses vastes possessions, y compris les terres de Ruthénie, à la couronne de Pologne. Cela réglait le différend sur la Galicie en faveur de la Pologne et lui ouvrait la voie à une expansion vers l'Est. Quatrièmement, Jagellon promettait de verser à Guillaume de Habsbourg une énorme compensation de 200 000 florins pour la rupture des fiançailles. Pour Jagellon, cette proposition était également un salut. Sa position en Lituanie était précaire. Son cousin Vytautas, ayant conclu une alliance avec les croisés, menait contre lui une guerre dévastatrice. Il avait déjà assiégé Vilnius à 2 reprises et avait même adopté le catholicisme, cédant à l'ordre la Samogiti. Jagellon comprenait qu'il ne pouvait pas s'en sortir seul. L'alliance avec la Pologne lui donnait un allié puissant, légitimait son pouvoir et lui permettait d'accéder aux technologies militaires et culturelles européennes. Il y avait certes une autre option, une alliance avec Moscou, un mariage avec la fille de Dimitri Donskoï et l'adoption de l'orthodoxie. De telles négociations eurent également lieu, mais cette voie signifiait la soumission à Moscou et la poursuite de la guerre avec le monde catholique. L'option polonaise ouvrait une fenêtre sur l'Europe. En janvier 1385, une ambassade lituanienne dirigée par le frère de Jagellon, Skirgaila, arriva à Cracovie et fit officiellement la proposition. De longues et pénibles négociations commencèrent. Hedwig était désespérée. Elle ne voulait pas épouser un barbare de 40 ans, dit-on sauvage et laid. La légende raconte qu'elle tenta même de défoncer à la hache les portes du château de Wawel pour s'enfuir auprès de son bien-aimé Guillaume, qui était secrètement venu à Cracovie. Mais le vieux magnat Dimitri de Goraj la persuada de faire ce sacrifice personnel pour le bien du royaume. Le 14 août 1385, au château de Creva, ce même château où Kęstutis avait été assassiné, la célèbre union de Créwo fut signée. Jagellon jura solennellement de remplir toutes les conditions de la partie polonaise. Le destin de 2 peuples était scellé. Le prince païen se préparait à devenir un roi chrétien. Le chemin des forêts sauvages du Nord à la resplendissante capitale de Cracovie fut long. Pour Jagellon, ce n'était pas un simple itinéraire géographique, mais un voyage vers un autre monde. Il devait changer non seulement de foi et de nom, mais aussi tout son mode de vie. Le chef païen, habitué à la simplicité de la vie de campagne, devait devenir un monarque européen, entrer dans le monde de la culture courtoise, des rituels de cour complexes et de la théologie catholique. Son baptême et son couronnement devaient devenir le symbole de la naissance d'une nouvelle grande puissance. Mais derrière la cérémonie fastueuse se cachaient des problèmes non résolus. Un fiancé trompé prêt à se venger,
de puissants ennemis aux frontières et une jeune épouse qui regardait son mari barbare avec peur et dégoût. Au début de 1386, Jagellon, à la tête d'une suite somptueuse composée de ses frères, de princes et de boyardes, arriva en Pologne. Son chemin passait par Lublin jusqu'à Cracovie. Pour la szlachta polonaise, rassemblée pour accueillir le futur roi, ce fut un spectacle sans précédent. Ils virent non pas des sauvages en peau de bête, mais de puissants seigneurs vêtus de soie et de fourrures précieuses, bien qu'à la mode orientale. Jagellon lui-même, malgré les rumeurs sur sa laideur, se révéla un homme grand et imposant, au regard pénétrant. Il se tenait avec dignité, mais était en même temps prudent et peu loquace. Le 15 février 1386, dans la cathédrale de Wawel à Cracovie, un événement historique eut lieu. Le grand-duc de Lituanie, Jagellon, reçut le baptême selon le rite catholique. Son parrain fut l'un des seigneurs polonais. On lui donna un nouveau nom chrétien, Ladislas, en l'honneur du pénultième roi de la dynastie des Piast, Ladislas le Bref, qui avait unifié la Pologne. Avec lui furent baptisés ses frères. Skirgaila reçut le nom de Casimir, Korybut celui de Dimitri et Świdrigaila celui de Boleslas. Cet acte symbolisait l'entrée de l'élite dirigeante lituanienne dans la famille des nations catholiques d'Europe. 3 jours plus tard, le 18 février, eut lieu le mariage de Ladislas Jagellon, âgé de 40 ans, et d'Edwige, âgé de 13 ans. La cérémonie fut somptueuse, mais, selon les contemporains, la jeune reine était pâle et triste. Elle accomplissait son devoir envers l'État, mais son cœur était brisé. La légende, rapportée par le chroniqueur Jan Długosz, raconte que Jagellon, souhaitant dissiper les craintes de sa jeune épouse, se lava longuement au bain avant la première nuit de noces pour prouver qu'il n'était pas couvert de poils comme une bête sauvage, et lui montra son corps tout à fait humain. Quoi qu'il en soit, leur mariage, qui avait commencé comme un froid marché politique, se transforma avec le temps en une relation fondée sur un respect mutuel. Edwige, femme très instruite et profondément religieuse, exerça une influence énorme sur son mari, adoucissant son caractère sévère et le guidant sur la voie de la piété chrétienne. Le 4 mars 1386, Ladislas Jagellon fut solennellement couronné roi de Pologne. Il était désormais roi de Pologne et duc suprême de Lituanie. Les deux États étaient liés par une union personnelle. Mais ce n'était que le début d'un chemin semé d'embûches. Le premier problème fut le fiancé abandonné d'Edwige, Guillaume de Habsbourg. Il n'avait pas l'intention de renoncer si facilement. Lui et ses partisans en Pologne répandirent des rumeurs selon lesquelles leur mariage avec Edwige avait déjà été consommé et que par conséquent son nouveau mariage avec Jagellon était non canonique. Ils déposèrent une plainte auprès du pape. Jagellon dut dépenser d'énormes sommes d'argent et déployer des efforts diplomatiques considérables pour régler ce scandale et prouver la légitimité de son mariage et de son titre. Le deuxième problème, et le principal, fut la Lituanie elle-même. Jagellon, devenu roi de Pologne, ne pouvait pas être constamment présent sur ses terres héréditaires. Il laissa comme gouverneur à Vilnius son frère Skirgaila, un homme cruel et impopulaire. Cela provoqua immédiatement le mécontentement de la noblesse lituanienne, qui ne voulait pas devenir une annexe de la Pologne. Et surtout, aux frontières se tenait toujours Vytautas, qui avait maintenant un nouvel atout. Il se déclara le défenseur de l'indépendance de la Lituanie contre l'absorption polonaise. L'ordre teutonique, de son côté, refusait de reconnaître le baptême de Jagellon. Les chevaliers affirmaient que ce baptême était une fiction, une ruse politique, et que les Lituaniens étaient restés païens dans l'âme. Ils poursuivaient leur raid, désormais sous le prétexte de défendre la vraie foi contre de faux chrétiens. Au printemps 1387, Jagellon, accompagné d'Edwige, se rendit en Lituanie pour procéder personnellement à son baptême officiel. Ce fut une grande expédition missionnaire.
Un évêché catholique fut fondé à Vilnius. Dans toute l'Aukštaitija, on abattit les bois sacrés. On éteignit les feux païens. On renversa les idoles de Perkunas et d'autres dieux. Les paysans furent conduits aux rivières et baptisés par villages entiers, donnant à tous les hommes d'une paroisse le nom de Pierre et de l'autre de Paul. Aux nouveaux convertis, on distribuait des chemises de laine blanche, ce qui, selon les contemporains, était pour eux une incitation bien plus grande que les disputes théologiques. Les boyards lituaniens qui adoptèrent le catholicisme reçurent d'énormes privilèges, y compris le droit d'hériter de la terre, qu'ils n'avaient pas auparavant. Cela créa une nouvelle couche d'aristocratie catholique et pro-polonaise. Mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Dans les forêts de Samogiti, à l'ouest, le paganisme continuait de vivre, et la population orthodoxe des terres russes du GDL regardait avec méfiance le renforcement de l'influence catholique. Jagellon, devenu roi de Pologne, n'avait pas résolu ses anciens problèmes, mais en avait seulement acquis de nouveaux. Une longue et épuisante lutte l'attendait pour transformer une union fictive, scellée sur parchemin, en une alliance réelle et durable. Et le principal obstacle sur ce chemin restait son indomptable cousin. L'ombre du passé ne lâchait pas le nouveau roi. Exilé mais non brisé, Vytautas, tel un phénix, renaissait sans cesse de ses cendres. Armé des épées des chevaliers teutoniques, il retourna en Lituanie non pas en suppliant, mais en conquérant. Pour lui, ce n'était pas une simple lutte pour le pouvoir. C'était une vengeance sacrée pour son père assassiné et pour son héritage volé. Pour Jagellon, c'était l'épreuve la plus terrible. Il devait mener une guerre sur deux fronts, contre un ennemi extérieur qui utilisait son cousin comme un bélier et contre un séparatisme interne dont Vytautas était devenu l'étendard. La vendetta entre les deux Gédiminides menaçait de déchirer en deux le jeune État polono-lituanien, encore fragile. Après le couronnement de Jagellon et le baptême officiel de la Lituanie, Vytautas se retrouva dans une situation difficile. L'ordre teutonique, son principal allié, avait momentanément perdu son prétexte de guerre. Mais Vytautas était un instrument trop précieux pour qu'on y renonce si facilement. Les croisés continuèrent de le soutenir, espérant avec son aide soit démembrer la Lituanie, soit installer sur le trône de Vilnius leur marionnette. Vytautas lui-même se révéla un politicien et un diplomate de génie, n'ayant rien à envier et surpassant même à bien des égards Jagellon. Il commença à se positionner comme le défenseur de l'indépendance lituanienne. Il envoyait des lettres aux monarques européens soutenant que Jagellon avait illégalement pris le pouvoir et voulait soumettre la Lituanie libre aux Polonais. Il jouait sur les sentiments des boyards lituaniens qui craignaient de perdre leur influence. En 1389, Vytautas, avec le soutien de l'ordre, déclencha une nouvelle grande guerre contre Jagellon. Ce fut une véritable guerre civile qui dévasta les terres lituaniennes. Les croisés, accompagnés des détachements de Vytautas, envahirent le duché et assiégèrent Vilnius. Dans leur armée se trouvaient les meilleurs chevaliers d'Europe, y compris le futur roi d'Angleterre, Henri IV, alors comte de Derby. Le siège fut acharné. Les croisés utilisèrent de la dernière artillerie de siège. L'un des châteaux de Vilnius, le château tordu, fut pris d'assaut et incendié. Ses défenseurs, y compris le frère de Jagellon, Karigaila, furent tués. Mais le château supérieur, où s'était retranchée la garnison polono-lituanienne, tint bon. Jagellon était dans une situation désespérée. Il ne pouvait pas jeter toutes les forces de la Pologne au secours de la Lituanie, car de nombreux seigneurs polonais considéraient cela comme une affaire intérieure lituanienne. La guerre épuisait les ressources des deux États et ne profitait qu'à l'ordre teutonique, qui obtenait de Vytautas de nouvelles concessions en échange de son aide. Vytautas, de son côté, comprenait aussi que son alliance avec les croisés était un pacte avec le diable. Il voyait que les chevaliers se comportaient dans les châteaux lituaniens comme chez eux, et comprenait qu'ils ne lui permettraient jamais de devenir un souverain véritablement indépendant. Les deux cousins,
Étant des pragmatiques jusqu'au bout des ongles, prirent en conscience que leur inimitié mortelle les menait tous deux à l'abîme. Il fallait négocier. Jagellon fit le premier pas. Il envoya à Vytautas un messager secret, le chevalier polonais Henri de Mazovie, évêque de Płock. Henri réussit à convaincre Vytautas que Jagellon était prêt à de sérieuses concessions et lui offrait non pas simplement la paix, mais le pouvoir réel en Lituanie. Vytautas se décida à un pas risqué. Il simula une attaque contre 2 châteaux teutoniques qu'il leur avait lui-même cédés, les incendia et, avec ses troupes fidèles, passa du côté de Jagellon. Pour les croisés, ce fut un coup terrible et une trahison inouïe. Ils perdirent à la fois leur principal allié et toutes les terres qu'il leur avait promises. À l'été 1392, à la propriété d'Ostrów, près de Lida, eut lieu la rencontre historique entre Jagellon et Vytautas. Après des années d'hostilité, les cousins firent enfin la paix. Les conditions de l'accord d'Ostrów furent le résultat d'un compromis de génie. Jagellon conservait le titre suprême de grand-duc de Lituanie, ou comme on l'appelait désormais, duc suprême. Mais tout le pouvoir réel et à vie dans le grand-duché était transféré à Vytautas, qui devenait grand-duc. Il se reconnaissait vassal de Jagellon, mais en pratique, il était un souverain presque complètement indépendant. Ce traité devint le fondement sur lequel se construisirent dans les relations polono-lituaniennes pendant les 40 années suivantes. Il mit fin à une guerre civile destructrice. Il unit les forces des 2 États contre leur ennemi commun, l'ordre teutonique, et il créa un tandem politique unique. Jagellon, en tant que roi prudent et réfléchi de Pologne, et Vytautas, en tant que souverain énergique, ambitieux et belliqueux de Lituanie, pouvaient désormais agir de concert. Leurs relations personnelles restèrent à jamais complexes. Ils ne se firent jamais entièrement confiance. Une rivalité subsistait entre eux. Vytautas aspira toute sa vie à obtenir une couronne royale et une indépendance totale, et Jagellon protégea jalousement ses droits suprêmes. Mais ils comprenaient tous deux qu'ils ne pouvaient survivre l'un sans l'autre. L'ombre de Kęstutis assassiné ne disparut jamais, mais par-dessus elle se superposa le sceau de l'intérêt d'État. Les anciens ennemis mortels étaient devenus des alliés forcés. Et cette alliance allait bientôt être mise à l'épreuve dans le feu de la plus grande bataille de l'époque. La tempête qui se préparait sur l'Europe de l'Est depuis un siècle était sur le point d'éclater. L'ordre teutonique, enivré de sa puissance et de son impunité, avait atteint l'apogée de sa force. L'union polono-lituanienne, scellée par la réconciliation de Jagellon et de Vytautas, avait gagné en puissance et aspirait à la revanche. Le prétexte à l'affrontement de 2 mondes fut une petite terre sauvage sur la côte de la mer Baltique, la Samogiti. C'est là, dans le dernier bastion du paganisme lituanien, que s'alluma l'étincelle qui allait déclencher la flamme de la Grande Guerre. 2 armées gigantesques, comme cette partie du monde n'en avait encore jamais vu, commencèrent leur marche lente et inexorable l'une vers l'autre, vers un champ qui entrera dans l'histoire sous le nom de Grunwald. Après l'accord d'Ostrów, l'objectif commun principal de Jagellon et de Vytautas devint la résolution du problème teutonique. Mais le chemin vers un affrontement ouvert fut long et sinueux. Vytautas, s'étant affirmé en Lituanie, tenta d'abord d'étendre ses possessions à l'est. Il mena plusieurs grandes campagnes sur les terres russes, soumettant Smolensk et s'ingérant dans les affaires de Moscou. Il conclut même une alliance avec le khan tatar Tokhtamysh et rêvait de le placer sur le trône de la Horde d'Or pour ensuite, avec son aide, unir sous son autorité toute l'Europe de l'Est. Mais ces plans grandioses s'effondrèrent en 1399 à la bataille de la Vorskla, où l'armée unie lituano-russo-tatare fut complètement écrasée par l'émir de la Horde, Ediguu. Vytautas s'échappa de justesse. Cette défaite le ramena à la raison. Il comprit que ses principaux intérêts se trouvaient non pas à l'est, mais à l'ouest. Il devait récupérer la Samogiti, son patrimoine, qu'il avait cédé à 2 reprises aux croisés. Cette terre était stratégiquement importante pour l'ordre,
car elle reliait ses possessions prussiennes et livoniennes. Mais les Samogitiens, peuple épris de liberté et obstiné, païens, ne s'étaient jamais soumis à la domination allemande. Ils se soulevaient constamment. Jagellon et Vytautas commencèrent à jouer un double jeu. Officiellement, ils respectaient la paix avec l'ordre. Vytautas aida même les croisés à réprimer les révoltes samogitiennes, mais en secret, il soutenait les rebelles, leur envoyant des armes, de l'argent et des hommes. Ils attendaient le moment opportun. Ce moment arriva en 1409. Une nouvelle et très puissante révolte éclata en Samogiti. Vytautas, cette fois, la soutint ouvertement. Le nouveau grand maître de l'ordre teutonique, l'agressif et arrogant Ulrich von Jungingen, exigea de Jagellon, en tant que suzerain suprême de Vytautas, de ne pas s'ingérer. Jagellon répondit par une phrase célèbre qu'il ne pouvait abandonner ses frères samogitiens et qu'il considérerait une attaque contre la Lituanie comme une attaque contre la Pologne. C'était l'équivalent d'une déclaration de guerre. Le 6 août 1409, le grand maître envoya à Cracovie une déclaration de guerre officielle. La Grande Guerre avait commencé. Les deux camps commencèrent des préparatifs fébriles. L'ordre teutonique engagea des milliers de chevaliers mercenaires de toute l'Europe. Leur armée était considérée comme invincible, un modèle d'organisation et de discipline militaire. Jagellon et Vytautas de leur côté décrétèrent la mobilisation générale. Pour la première fois, les forces unies du royaume de Pologne et du Grand-Duché de Lituanie se préparaient à marcher ensemble. La préparation des Alliés fut exemplaire. Jagellon, contrairement à sa réputation de politicien indécis, se révéla un organisateur et un stratège brillant. Dans les forêts près de Czerwinsk, des matériaux furent préparés pour la construction d'un immense pont de bateaux qui devait assurer une traversée rapide de la Vistule. À Płock, d'énormes entrepôts de vivres et de fourrages furent créés. Vytautas rassembla sous ses bannières non seulement des guerriers lituaniens et samogitiens, mais aussi des régiments de toutes les terres russes faisant partie du GDL, Smolensk, Kiev, Polotsk. Il amena même avec lui un détachement de cavalerie tatar sous le commandement de son ami, le Khan Jalal ad-Din, fils de Tokhtamyk. De plus, dans l'armée alliée se trouvaient des détachements de mercenaires tchèques, dont le futur grand général hussite Jan Žižka. La campagne d'hiver de 1409 n'apporta de succès décisif à aucun des deux camps. Une trêve temporaire fut conclue jusqu'à l'été suivant. Les deux camps profitèrent de ce répit pour renforcer leurs forces et mener une lutte diplomatique. Les croisés tentèrent de noircir Jagellon aux yeux de l'Europe, le qualifiant d'allié des païens et des Tatars. Jagellon, de son côté, envoyait des lettres aux monarques européens, prouvant le caractère expansionniste et prédateur de la politique de l'ordre. À l'été 1410, la guerre reprit. Le plan des Alliés était audacieux et inattendu. Au lieu de se diriger vers le nord, vers la côte, ils décidèrent d'unir leurs armées au centre de la Pologne et de porter un coup direct au cœur de l'ordre sur sa capitale Marienbourg. Fin juin, l'armée polonaise traversa la Vistule sur le pont de bateaux préconstruit près de Czerwinsk et rejoignit les troupes de Vytautas venues de l'Est. L'immense armée multilingue se mit en marche vers le nord, en territoire prussien. Ulrich von Jungingen, apprenant cela, fut contraint de rassembler à la hâte toutes ses forces pour leur barrer la route. L'affrontement décisif devenait inévitable le 15 juillet 1410. Le soleil se levait sur la plaine vallonnée entre les villages de Grunwald, Tannenberg et Ludwigsdorf. La brume matinale se dissipait lentement, révélant un spectacle sans précédent. À une extrémité du champ, sous les croix noires sur des manteaux blancs, se tenaient les rangs serrés des chevaliers teutoniques, la fleur de la chevalerie européenne, bardée d'une armure étincelante. À l'autre extrémité, sous une mer bigarrée de bannières aux aigles polonais, aux poursuivants, lituaniens et aux saints russes, bruissait l'immense et hétéroclite armée alliée. L'air était figé dans une attente tendue.
2 héros du grand maître apportèrent à Jagellon et à Vytautas 2 épées nues, un défi audacieux à la bataille. La plus grande bataille de l'Europe médiévale était sur le point de commencer. La bataille de Grunwald, ou de Žalgiris comme l'appellent les Lituaniens, fut le point culminant d'un affrontement séculaire. Les forces en présence étaient énormes. Selon les estimations modernes, l'armée alliée comptait environ 39 000 hommes, dont 27 000 dans la cavalerie et l'infanterie polono-lituanienne et 11 000 dans les troupes de Vytautas. L'armée de l'ordre teutonique était plus petite, environ 27 000 hommes. Mais elle était mieux armée, plus disciplinée et composée principalement de cavalerie lourde chevaleresque. Le roi Jagellon, en tant que commandant en chef suprême, ne participa pas directement à la bataille. Déjà âgé, il s'installa sur une colline d'où il avait une vue sur tout le champ de bataille, et de là, entouré d'un petit détachement de gardes du corps et de conseillers, il dirigea le cours général de l'affrontement. C'était une tactique nouvelle et avancée, inhabituelle pour les monarques médiévaux qui se jetaient habituellement au cœur de la mêlée. Jagellon agissait comme un général stratège moderne. Le commandement direct des troupes était exercé, pour les Polonais, par le maréchal de la couronne, Zbigniew de Brzezis, et pour les Lituano-Russes, par le grand-duc Vytautas. La bataille commença vers midi. Après plusieurs heures d'attente tendue, pendant lesquelles les chevaliers suffoquaient de chaleur dans leurs armures, Ulrich von Jungingen donna l'ordre de l'attaque. Les premières à engager le combat furent les troupes de Vytautas, qui se trouvaient sur le flanc droit de l'armée alliée. La cavalerie légère tatare et les cavaliers lituaniens s'abattirent sur l'aile gauche des Teutoniques. Un combat acharné s'engagea. Environ 1 heure après le début des combats, un événement se produisit qui suscite encore aujourd'hui des controverses parmi les historiens. Les troupes lituano-russes, ne pouvant soutenir l'assaut de la cavalerie de fer des chevaliers, fléchirent et commencèrent à battre en retraite. La retraite se transforma rapidement en une fuite panique. Les croisés, croyant la victoire déjà acquise, se lancèrent à leur poursuite, rompant leur ordre de bataille. Était-ce une véritable fuite, ou était-ce une manœuvre tactique astucieuse, une fausse retraite, que les Tatars et les Lituaniens avaient utilisée à plusieurs reprises dans leurs combats contre les croisés? La plupart des historiens modernes penchent pour la seconde version. Le but de cette manœuvre était d'attirer une partie des chevaliers dans un piège, de les couper de leur force principale et de rompre l'intégrité de leur ligne de bataille. Cependant, les 3 régiments de Smolensk, qui se trouvaient au centre de l'armée lituanienne, ne se retirèrent pas. Ils restèrent sur place et encaissèrent toute la force du choc. Encerclés de toutes parts, ils se battirent avec un courage désespéré, subissant d'énormes pertes, mais retenant l'ennemi et l'empêchant de frapper le flanc des troupes polonaises. Cet épisode héroïque, décrit par Jan Długosz, sauva en grande partie la situation sur ce secteur du front. Pendant ce temps, les forces principales, les grandes bannières de l'ordre sous le commandement du grand maréchal Friedrich von Wallenrode, s'abattirent sur le flanc droit et le centre polonais. Un terrible massacre s'engagea. À un moment de la bataille, le porte-étendard de la terre de Cracovie laissa tomber la bannière principale du royaume, le grand étendard à l'aigle blanc. Pour une armée médiévale, c'était un signe de défaite. Les croisés poussèrent un cri de victoire et se préparaient déjà à célébrer leur triomphe. Mais les chevaliers polonais, dans un élan désespéré, se jetèrent en avant, reprirent leurs bannières et, avec une nouvelle fureur, attaquèrent l'ennemi. Ce fut le tournant de la bataille. Ulrich von Jungingen, voyant que les rangs polonais n'étaient pas brisés et que ses meilleures forces étaient enlisées dans le combat, décida d'engager sa dernière réserve, 16 bannières qu'il gardait auprès de lui. Il prit personnellement leurs têtes et les mena en contournant le flanc droit polonais, pour frapper le centre et atteindre le poste de commandement du roi Jagellon. Ce fut le moment le plus dangereux pour les Alliés.
Jagellon, voyant l'avalanche de chevaliers fondre sur lui, refusa de quitter son poste d'observation. L'un des chevaliers teutoniques perça jusqu'au roi lui-même, mais fut désarçonné et tué par le secrétaire royal Zbigniew Olechnicki. À ce même moment critique, deux événements décisifs se produisirent. Premièrement, Jagellon engagea ses dernières réserves, qui frappèrent le flanc de la colonne d'attaque du grand maître. Et deuxièmement, les troupes de Vytautas revinrent soudainement sur le champ de bataille. Ayant attiré et écrasé leurs poursuivants, la cavalerie lituanienne fit demi-tour et frappa à l'arrière les forces principales des croisés. L'armée teutonique se retrouva dans un chaudron. Un massacre total commença. Encerclés, démoralisés, les chevaliers se battirent jusqu'au bout, mais ils étaient condamnés. Dans cette mêlée périt le grand maître Ulrich von Jungingen. Avec lui tomba toute la fleur de la chevalerie teutonique, le grand maréchal, le grand commandeur et des centaines de frères de l'ordre. Au soir, tout était terminé. Le champ, encore vert le matin, s'était transformé en un bourbier sanglant, jonché de dizaines de milliers de corps d'hommes et de chevaux. Un brouhaha inimaginable s'élevait du champ, les gémissements de milliers de blessés que personne n'allait secourir. La nuit, racontent les chroniques, il se mit à pleuvoir, lavant le sang mais ne pouvant étouffer les cris des mourants. La grande armée de l'ordre teutonique avait cessé d'exister. Ce fut l'une des victoires les plus complètes et décisives de l'histoire de l'Europe médiévale. Jagellon et Vytautas avaient remporté un triomphe qui allait changer à jamais l'histoire de l'Europe de l'Est. La plus grande victoire était remportée. L'ennemi, qui terrorisait ses voisins depuis un siècle et demi, était écrasé et décapité. Il semblait qu'il suffisait maintenant d'un dernier coup pour effacer à jamais de la carte de l'Europe l'état prédateur des croisés. La voie vers Marienbourg, la capitale de l'ordre, son imprenable repaire du dragon, était ouverte. Mais après le triomphe retentissant de Grunwald, une pause étrange et inexplicable s'installa. Les vainqueurs tardèrent, et ce retard permit à la bête blessée de panser ses plaies et de se réfugier dans sa forteresse. Pourquoi la grande victoire ne s'acheva-t-elle pas par l'anéantissement total de l'ennemi? Était-ce une erreur, de la fatigue ou un calcul froid du roi rusé, qui ne voulait un renforcement excessif ni pour la Pologne, ni pour la Lituanie? Après la bataille, l'armée alliée resta 3 jours sur le champ de bataille. Les soldats pillaient l'immense camp teutonique, enterraient les morts, célébraient la victoire. Jagellon ordonna d'enterrer avec les honneurs le corps du grand maître et d'autres nobles chevaliers. Ce retard s'avéra fatal. Tandis que les vainqueurs se reposaient, des événements dramatiques se déroulaient dans la capitale de l'ordre, Marienbourg, l'actuelle Malbork. Une poignée de chevaliers rescapés apporta la nouvelle de la catastrophe. La panique régnait dans la ville. Il semblait que tout était perdu. Mais le commandant du château était un homme à la volonté de fer, le commandeur de Schweitz, Heinrich von Plauen. Il n'avait pas participé à la bataille et avait conservé son détachement. Il prit immédiatement le pouvoir, organisa la défense, ordonna d'incendier la ville pour qu'elle ne tombe pas aux mains de l'ennemi, et rassembla dans le château toutes les garnisons environnantes. Il se préparait à un siège. Ce n'est que 3 jours après la bataille que l'armée alliée se mit enfin en marche vers Marienbourg. Mais le temps était perdu. Lorsque Jagellon et Vytautas arrivèrent devant les murs de la plus grande forteresse de briques d'Europe, ils virent qu'elle était prête à se défendre. Commença un siège long et épuisant. Le château de Marienbourg était une merveille de l'ingénierie de fortification. C'était un système de 3 châteaux, entouré de puissantes murailles et de fossés, avec d'immenses réserves de nourriture et d'armes. Le prendre d'assaut était pratiquement impossible. Les Alliés commencèrent à le bombarder avec des bombardes, mais leurs boulets ne purent causer de dommages sérieux aux murs épais. Le siège dura 2 mois, de juillet à septembre. Des problèmes commencèrent dans le camp des Alliés. L'armée, composée de miliciens, n'était pas préparée à un long siège. Des maladies éclatèrent, en particulier la dysenterie.
La nourriture manquait. Les mercenaires réclamaient leur solde. Les seigneurs féodaux polonais et lituaniens voulaient rentrer chez eux pour la récolte. Vytautas, poursuivant toujours ses propres objectifs, retira le premier ses troupes, déclarant que son devoir était accompli. Bientôt d'autres suivirent son exemple. Fin septembre, Jagellon fut contraint de lever le siège et de se retirer. Le principal trophée lui avait échappé. La guerre se poursuivit encore quelques mois, mais n'eut plus la même ampleur. Heinrich von Plauen, élu nouveau grand maître, réussit à rassembler de nouvelles forces et remporta même plusieurs victoires locales. En février 1411, dans la ville de Toruń, un traité de paix fut signé, connu sous le nom de Première paix de Toruń. Ses conditions étaient étonnamment clémentes et ne correspondaient absolument pas à l'ampleur de la victoire de Grunwald. L'ordre renonçait à la Samogiti, mais seulement pour la durée de la vie de Jagellon et de Vytautas. Il devait payer une énorme contribution pour la rançon des chevaliers prisonniers, et c'était tout. L'ordre conservait presque toutes ses terres, y compris la Poméranie avec Gdańsk. Pourquoi Jagellon accepta-t-il une telle paix? Les historiens en débattent encore aujourd'hui. Peut-être était-il épuisé par la guerre et n'avait-il pas la force de la poursuivre. Peut-être subissait-il la pression d'autres monarques européens, comme l'empereur Sigismond de Luxembourg, qui ne voulait pas la destruction complète de l'ordre, y voyant un contrepoids à la puissance croissante de l'État polono-lituanien. Ou peut-être était-ce un autre coup de maître de Jagellon lui-même. Il ne voulait pas l'anéantissement complet de l'ordre, car la menace teutonique commune était le principal ciment qui unissait son alliance fragile avec la Lituanie et le volontaire Vytautas. Si l'ordre disparaissait, Vytautas pourrait de nouveau exiger une indépendance totale. De plus, l'annexion complète de la Prusse à la Pologne aurait rendu celle-ci trop forte, rompant l'équilibre au sein de l'Union. Quoi qu'il en soit, la bataille de Grunwald et la première paix de Toruń marquèrent un tournant. La puissance militaire de l'ordre teutonique fut brisée à jamais. Il ne représenta plus jamais une menace mortelle pour ses voisins. L'énorme contribution sapa son économie. Commença son lent mais inexorable déclin, qui s'achèvera un demi-siècle plus tard par son serment de vassalité au roi de Pologne. Et l'union polono-lituanienne, au contraire, s'affirma comme la force dominante en Europe orientale et centrale. Jagellon, qui avait commencé son parcours comme un prince païen au bord de la ruine, se trouvait maintenant à la tête de l'une des plus grandes puissances du continent. Le triomphe de Grunwald fut le sommet du règne de Jagellon, mais non sa fin. Il lui restait à vivre encore 24 ans, remplis de travaux incessants, d'intrigues diplomatiques et de drames familiaux. Il survécut à son génial et agité cousin Vytautas, qui mourut en 1430, sans jamais avoir reçu la couronne royale que Jagellon, sous la pression des seigneurs polonais, ne lui permit jamais d'accepter. Il mena plusieurs autres guerres contre l'ordre teutonique, reconquérant progressivement des terres contestées. Il lutta contre l'opposition en Pologne, où la szlachta exigeait de plus en plus de droits et de privilèges. Mais la principale préoccupation de sa vieillesse fut le problème de la succession. Son mariage avec Hedwig était resté sans enfant. Sa deuxième épouse, Anne de Cilly, ne lui donna qu'une fille. La troisième, Elżbieta Granowska, était déjà âgée. Les seigneurs polonais regardaient l'avenir avec anxiété, craignant un nouvel interrègne après la mort du vieux roi. Et seule sa quatrième épouse, la jeune princesse lituanienne Sophie de Olszany, alors que Jagellon avait plus de 70 ans, lui donna les fils tant attendus, Ladislas et Casimir. Pour leur assurer le trône, Jagellon dut faire d'énormes concessions à la szlachta en publiant une série de privilèges qui jetèrent sans les bases de la future démocratie nobiliaire et, en même temps, affaiblirent le pouvoir royal. Il mourut le 2 juin 1434, à l'âge de plus de 80 ans, après avoir régné sur le trône de Pologne pendant 48 ans.
Il fut enterré dans la cathédrale de Wawel à Cracovie, à côté de sa première épouse, la reine Hedwig. L'héritage de Jagellon est immense et multiforme, et son évaluation historique suscite encore des controverses et dépend de la nationalité de l'historien. Pour les Polonais, il est l'un des plus grands monarques de l'histoire, le fondateur de la puissante dynastie des Jagellon, qui régna en Pologne, en Lituanie, en Hongrie et en Bohême, créant un immense empire Jagellon. Il est le vainqueur de Grunwald, qui écrasa l'ennemi séculaire. Il est l'architecte de l'union polono-lituanienne, qui détermina pour plusieurs siècles la carte géopolitique de l'Europe de l'Est et créa un État multinational unique, la République des deux nations. Ses défauts personnels, sa perfidie et sa cruauté manifestées dans sa jeunesse passent au second plan face à ses réalisations étatiques. Pour les Lituaniens, sa figure est beaucoup plus controversée. D'une part, c'est lui qui apporta à la Lituanie le catholicisme et la culture européenne, qui, en alliance avec Vytautas, sauva le pays de l'anéantissement teutonique. Mais d'autre part, c'est lui qui conclut l'union qui, de l'avis de nombreux historiens lituaniens, conduisit à la polonisation progressive de la noblesse lituanienne et à la perte de l'identité culturelle. C'est lui qui plaça les intérêts de la Pologne au-dessus de ceux de sa patrie. Dans le panthéon national lituanien, le héros numéro 1 n'est pas le rusé Jagellon, mais l'inflexible Vytautas, qui lutta pour l'indépendance et la grandeur de la Lituanie. Pour les Ukrainiens et les Biélorusses, dont les terres constituaient la majeure partie du Grand-Duché de Lituanie, il est le souverain sous lequel leurs ancêtres furent entraînés dans l'orbite de la politique centre-européenne. Son règne est une époque où la culture orthodoxe ruthène continua de se développer dans des conditions de relative tolérance, mais où commença en même temps la pénétration progressive du catholicisme et de l'influence polonaise. En fin de compte, Jagellon était un homme de son temps, d'une époque de transition. Il combinait les traits d'un souverain médiéval, cruauté, perfidie, piété personnelle profonde, avec les qualités d'un politicien des temps modernes, pragmatisme, flexibilité, capacité de compromis et de réflexion stratégique. Il n'était ni un héros en armure étincelante, ni un scélérat démoniaque. C'était un maître de la survie politique qui réussit, dans des conditions incroyablement difficiles, non seulement à conserver son pouvoir et son pays, mais aussi à jeter les bases d'une nouvelle grande puissance. Il fut le pont par lequel son peuple, les Lituaniens, passa des ténèbres du passé païen au monde complexe et contradictoire de l'Europe chrétienne. Et comme tout pont, il relia deux rives, mais resta lui-même à jamais entre elles, appartenant à parts égales aux deux mondes. L'histoire de Jagellon est l'histoire de la façon dont le dernier prince païen d'Europe, agissant à la limite de la trahison et du génie, réussit à guider son peuple et son nouveau royaume à travers les tempêtes de l'histoire et à inscrire à jamais le nom de sa dynastie sur la carte de l'Europe.